Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Benjamin Clément. À travers un témoignage authentique et plein de poésie, il nous raconte comment il est tombé amoureux de la culture de son île pendant ses études à Paris, au point de revenir à La Réunion en 2014 pour y lancer un concept innovant alliant tourisme, art du spectacle et promotion culturelle, les balades créatives. Juste avant de démarrer, si le concept du podcast vous plaît et que vous avez envie de nous soutenir, pensez bien à nous mettre une note, à liker, à commenter, à vous abonner. Ça va beaucoup nous aider. Allez, sans plus attendre, on accueille Benjamin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est hyper content de redémarrer la deuxième partie de l'année parce qu'on a fait une petite pause au mois d'août. Et on redémarre très fort avec Benjamin qui va nous raconter beaucoup de choses. Et moi, je suis très content qu'on te reçoive pour redémarrer cette deuxième partie d'année, Benjamin, parce qu'on va parler d'un sujet qui est hyper important pour nous. C'est forcément de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat comme on n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant, au sens plus culturel du terme. Donc, on va vraiment parler aussi de la culture de la Réunion, parce que c'est le terme entrepreneur réunionnais. Et on va aussi revenir sur des sujets qui touchent à nos racines. Donc, merci Benjamin et bienvenue. Comment vas-tu déjà? Je vais très bien, merci à vous. C'est un honneur d'être parmi vous. J'avais déjà écouté le premier épisode de votre podcast qui m'avait beaucoup inspiré. J'étais très impressionné par le parcours de l'entrepreneur créole qui était présenté. Donc, c'est un honneur. Très ravi d'être là. Écoute, plaisir partagé. Franck, comment ça va de ton côté? Ça va bien aussi et pareil, c'est nous qui sommes très honorés de t'avoir. Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je propose qu'on saute les deux pieds dans le plat. En parlant de plat et en parlant d'entrepreneur créole, on va justement faire ton portrait créole. Tu sais un peu comment ça se passe et on va commencer avec cette première question. Si tu étais un plat des îles, un plat créole, pourquoi pas un plat réunionnais, tu serais lequel et pourquoi? Si j'étais un plat, ce serait le romazave. Alors, c'est pas directement créole, mais ça touche directement à mes racines qui viennent de Madagascar par mon père. Pourquoi le romazave? Parce que c'est à base de bread. Et les breads, ça nous entoure en fait. Ça pousse partout. Ça peut pousser sur le béton, dans un jardin qui n'est pas entretenu, comme dans un jardin très entretenu. Avant, c'était un peu mis de côté parce que c'était un peu considéré comme le manger pour les pauvres, quoi. Mais bon, quand c'est fait par mon papa le dimanche midi avec la musique malgache à fond et lui qui danse dans la cuisine, franchement, c'est que des bons souvenirs. Avec la petite fleur jaune qui endort la langue et tout, et puis le piment et le gingembre qui réveille tout chez toi, dans ta tête comme dans ton estomac. C'est le romazave, c'est le plat par excellence. Là, on a une belle entrée en matière parce que c'est la première fois qu'on nous parle de ce plat dans le podcast. Juste pour ceux qui nous écoutent du côté des Antilles-Guyane, si tu devais donner une définition du mot bread, qu'est-ce que ce serait? Ouais, j'ai réfléchi à cette question, et souvent on m'a posé la question et c'est très dur à répondre parce que il n'y a pas vraiment d'équivalent, c'est pas de la salade ni des épinards, mais ça y ressemble. C'est comme une herbe en fait qui pousse dans le jardin et qui est très bonne à manger, qu'on fait cuire. Ouais, voilà. Ça fait partie des spécificités de chaque territoire. Alors, tu nous as parlé de ton repas préféré, du moins le repas que tu serais. Maintenant, si tu devais nous parler d'un lieu, un lieu qui te représente, un lieu qui t'inspire, un lieu que tu affectionnes, ce serait lequel? Il y a un lieu auquel je pense souvent quand je fais mes petits exercices de méditation en fin de journée pour me calmer, tu vois. C'est le bassin Roche à Cilaos. Déjà parce que l'eau, elle est super glacée, super limpide.
Donc, si tu as des petits tracas dans ta tête, tu vas dans l'eau, bah, tu oublies tout parce que l'eau, elle te saisit tellement, tu vois, avec le froid. Et puis aussi, bah, tu redeviens un marmaille. Un marmaille, pour ceux qui connaissent pas, c'est un enfant en créole. Donc, tu redeviens un marmaille parce qu'il y a des toboggans naturels, en fait, qui sont juste au-dessus du bassin, avec la roche qui s'est polissée avec l'eau au fil des années. Donc, c'est un lieu magique. Ok, on sent en tout cas un côté très roots et très nature. Déjà, dans les deux premières réponses, ça nous donne un peu une idée Mm. de la personnalité derrière le projet entrepreneurial. Dernière petite question pour vraiment bien te connaître. On a parlé du repas, on a parlé du lieu. Maintenant, une musique. C'est quoi ton style de musique qui te représente le plus? Bah, moi, le style, en fait, c'est le maloya, tout simplement. Il y a pas de surprise parce que c'est la musique traditionnelle de La Réunion. Mais c'est une musique qui vient depuis le temps des esclaves, en fait, qui jouaient ça pour bah, crier fort à l'extérieur, ce qui faisait mal à l'intérieur de leur être, en fait. C'était une musique de résilience, de résistance. Et aujourd'hui, en fait, le noyau dur, il est resté là. Maintenant, on a du Maloya électro, du Maloya techno, du trans Maloya. Ça a fait le tour du monde. Et puis, même si ça s'est modifié avec d'autres styles de musique, on sent toujours l'ADN de cette musique de résistance-là. Et puis la chanson par excellence, ce serait Bâtard Cité de Daniel Mhm. Waro. La Bâtard Cité, c'est le fait d'être réunionnais. En fait, comme disait la chanson, t'as beau chercher une pureté africaine, une pureté européenne, une pureté indienne, tu seras toujours un bâtard de la Réunion, en fait. Et le mot bâtard, il représente mieux le mot métissé qui est à mon sens un peu trop folklore, Mhm. qui tend un peu à lisser les lourdeurs du passé. Ce mot bâtard-là, il reprend vraiment les lourdeurs du passé et puis il regarde les choses en face. Et puis ça rejoint un peu le concept de négritude de Aimé Césaire, mais sauf que là, c'est plus local, plus type Réunion, quoi. Mhm. Alors, tu nous as parlé de Bread, tu nous as parlé de Silaos, tu nous as parlé de Mm. Maloya, tu nous as parlé de la C'est ça. bâtard-cité de Daniel Waro. Je pense que là, Mm. tous les éléments sont posés. À la limite, on aurait pu arrêter le podcast ici parce qu'on voit déjà un peu Oui, c'est un bon résumé. le, le bon résumé. Euh, on voit bien la personnalité qui se dessine. Ça nous donne envie d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous donner maintenant quelques infos sur, on a vu qui tu es, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Dis-nous tout. Et ben alors, pour faire simple, moi, je suis né au port, à La Réunion. J'ai grandi à la Possession et bah, un peu comme tout destin type de Réunionnais, depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'il n'y a pas d'avenir pour nous à La Réunion, c'est trop petit ici, il faut forcément Mhm. partir pour trouver un avenir. Donc moi, bah, je suis rentré dans ce moule-là comme tout le monde, donc je suis parti faire mes études à Paris en espérant trouver un bel avenir dans le pays de la France, le pays de l'abondance, comme on nous faisait croire. Et donc, j'ai fait une école de commerce sur Paris, l'ISC Paris, pendant 5 ans, où je me suis spécialisé en entrepreneuriat. Donc, c'est là où j'ai pu vraiment travailler l'idée des balades créatives. Parce que je pense que les premières années d'études d'école de commerce, bon, j'étais pas vraiment passionné par la compta, le marketing ou la finance, quoi. Ça, je comprenais théoriquement, intellectuellement, mais ça me parlait pas vraiment directement au cœur, en fait. Et je pense que il y a un cerveau dans le cœur qu'il faut pas négliger, parce que le cerveau intellectuel, c'est pas, il fait pas tout, en fait. C'est pas lui qui va nous amener à l'épanouissement de notre vie. Et l'entrepreneuriat, en fait, cette discipline-là, j'ai vraiment senti que je pouvais trouver ma vocation. Parce que on apprend des concepts, des théories et tout dans l'entrepreneuriat, mais ça nous permet vraiment de reprendre les commandes de notre vie. En fait, on est seul face à nous-mêmes, face à nos responsabilités, et puis on crée pour nous, pour créer un monde nouveau, quoi. Disons notre monde à nous par rapport au monde qui nous satisfait pas, tu vois. Et donc, juste après le diplôme, en 2014, je suis revenu à La Réunion pour monter l'entreprise des balades créatives. Ça fait maintenant 7 ans que ça existe. Et Benjamin, je rebondis là-dessus. Euh,
Tu vois, quand tu dis tu es revenu à La Réunion pour effectivement lancer ce projet, à quel moment toi tu as eu le déclic? Parce que tu disais, tu es parti à Paris en disant bah, le seul avenir, c'est celui-là. Tu vois, c'est un peu Mm. comme ça qu'on a été un peu formaté, entre guillemets. Ouais, ouais. Mais à quel moment tu te dis bah non, finalement, il y a peut-être un autre avenir et il est à La Réunion et il est dans l'entrepreneuriat? Bah, le déclic, il est venu au fur et à mesure, par exemple en plein hiver, quand tu passes 90% de ton temps à côté du radiateur, parce que c'est molle dehors, il fait gris, il y a l'odeur de pipi dans le métro, les gens font la gueule tout le temps, tout est gris, quoi, et toi tu deviens gris pareil, tu vois. Donc ton seul bonheur, c'est le radiateur et la musique de Daniel Waro, d'Alain Peters, que tu n'as pas forcément écouté quand tu es à La Réunion, parce que tu te dis que c'est là, c'est autour de toi, tu n'as pas besoin de faire un compte avec ça, en fait. Mais du coup, dans ce froid-là, dans toute cette aigreur, tu te mets à écouter les paroles, à écouter les sens qu'il y a derrière, la profondeur des messages, et tu te dis, waouh, putain, je suis passé à côté de tout ça pendant tout ce temps-là. C'est comme si j'ai grandi dans un univers parallèle, un univers un peu folklore, on me destinait vers la France, alors qu'il y avait un tout autre univers à côté de moi auquel j'ai pas fait gaffe. Et du coup, cette prise de conscience-là, que je connaissais rien à La Réunion, du moins pas assez, où je n'étais pas convaincu de son énorme richesse. Donc j'avais un besoin de réappropriation déjà, d'une part. Et ensuite, après, je me suis dit, bah ouais, il y a cette richesse-là, j'ai envie de la partager au plus grand nombre, de la façon la plus cool possible, en fait, sans tomber dans le folklorisme habituel comme on voit dans le monde du tourisme. Pour faire simple, la plupart des images touristiques qu'on voyait dans les pubs, c'était des belles cafrines en robe à fleurs qui servent le punch aux touristes, quoi. Et pour moi, il y a plus profond que ça à La Réunion, aussi bien dans sa littérature, dans sa poésie, dans son histoire. Donc j'avais envie de partager tout ça, cette authenticité-là dans le milieu touristique. En tout cas, même l'épisode est authentique parce qu'on entend le coq chanter derrière. Ça, là, je suis entouré de coq ici aussi, tu vois. Non, mais tu vois, ça nous met vraiment dans l'ambiance, donc c'est vraiment cool. Franck, tu voulais rebondir? Ouais, j'avais une petite question sur ce que tu disais, donc par rapport au parcours. Donc, juste après ton école de commerce, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à La Réunion, euh, avec cette idée-là de vouloir œuvrer à la promotion de la culture du territoire. Tu nous as expliqué d'où est venu ce déclic, en fait, de rentrer à La Réunion et de vouloir œuvrer et militer. Je voulais savoir au départ, balade créative, le concept tel que tu l'imagines, il y a 7 ans versus aujourd'hui. Est-ce que tu étais déjà un peu dans les mêmes lignes directrices, un peu la même vision, ou est-ce que le projet a beaucoup changé au fil du temps? Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, ta question mérite de préciser ce que j'ai dit avant, justement, parce que à la base, moi, quand j'étais étudiant à Paris, j'avais pas du tout ce côté militant. En fait, clairement, je m'en foutais de militer pour la culture Mhm. réunionnaise. Je la trouvais belle, j'étais fier de la culture créole, de son manger, sa musique, tout ça. Mais de là à militer pour ça, non, j'avais pas envie. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, en créant les balades créatives, en simplement en vouloir défendre le beau, la beauté créole, en fait, on se rend compte que c'est pas, comment dire ça, c'est pas innocent en fait, parce que quand on veut défendre le beau, on attire toutes sortes d'attaques en fait autour de nous. Pour expliquer clairement, il y a plein d'agences de voyage qui ne voulaient pas bosser avec moi parce que on utilisait la langue créole, ou il y a la direction de la culture qui m'a fortement déconseillé de faire en créole mes balades. Donc, on se rend compte que voilà, c'est très politisé cette beauté créole, cette vision du créole. Donc, moi, le simple fait de défendre ce beau-là sans le travestir, je suis devenu un peu militant malgré moi, en fait, alors que ce n'était pas la volonté de base quand j'ai voulu monter les balades créatives. Ok. Histoire maintenant de bien comprendre de quoi on parle. Question fondamentale, balade créative, qu'est-ce que c'est?
Les balades créatives, en fait, on propose des découvertes assez insolites du patrimoine culturel, naturel de l'île, mais par intermédiaire de spectacles vivants sur des sentiers. Donc, c'est un genre de mélange entre visite guidée et spectacle vivant, où il y a des artistes qui vous emmènent sur les sentiers et qui vous font découvrir l'histoire d'une autre façon. Donc, on utilise plusieurs disciplines artistiques comme le conte, le théâtre, la danse, la musique, des fois même le dessin. Depuis 7 ans, là, on a créé plus d'une trentaine de balades spectacles partout sur l'île. La première balade, c'était où? Ça parlait de quoi? Alors, la première, c'était en septembre 2015 à la Possession. C'était sur le thème des esclaves marrons Eva et Anchin. Eva et Anchin, pour la petite histoire, en fait, c'est deux esclaves qui s'aimaient. Ils habitaient sur Salazie à l'époque. Et comme ils ne pouvaient pas vivre leur amour librement, et puis l'esclavage, il y avait de la maltraitance à tout bout de champ, ils ont décidé de se rebeller, de vivre en marronnage. Le marronnage, c'est le fait de se rebeller, d'aller vivre dans les montagnes. Et eux, ils sont partis vivre au sommet du Piton en Chine. Ils ont même fondé une famille là-haut avec des enfants connus comme Marianne, Simone Gavol, qui sont devenues des femmes marronnes très puissantes. Donc voilà, on a raconté cette histoire-là dans la Possession, tout simplement parce qu'il y a la médiathèque Eva et la rue Anchin. Donc on a voulu faire un clin d'œil à cette histoire-là. Et cette première, si on replonge un peu, et ça commence à dater maintenant, mais Mhm. est-ce que tu te rappelles peut-être de l'état d'esprit dans lequel tu étais, tu vois, entre le moment où, je sais pas, tu étais dans ton école à Paris ou dans le métro quand il fait froid et tu te dis, j'ai envie d'aller entreprendre à La Réunion, j'imagine c'est des balades créatives un peu innovantes qui vont allier plusieurs disciplines du spectacle. Et quand enfin donc cette balade prend vie et que des gens viennent y assister, est-ce que tu te rappelles de l'état d'esprit dans lequel ça t'a mis, peut-être de ce que tu as ressenti ou quoi? Il y a une expression créole qui résume bien cet état d'esprit, c'était mon kit et moule poivre. C'est un type vulgaire, désolé pour les auditeurs, mais en gros, ton derrière moulait du poivre, quoi, tellement tu stressais à fond. Ouais, j'étais en gros stress parce que c'était la première concrétisation de mon travail, d'un an de préparation. Et donc, le public était là, il y avait des journalistes du quotidien qui sont venus pour faire un article sur cette création-là. Ok. Et, j'étais tellement stressé que je ne voyais pas le spectacle qui était réussi, en fait. Plus les artistes, forcément, eux, ils sont taquins, c'est des raconteurs d'histoires. Donc, les gars, ils me rentraient dedans, ils improvisaient en me disant que tout allait mal, alors qu'au final, ça faisait partie du jeu. Et puis moi, je ne voyais pas le second degré. Donc, ouais, il a fallu un petit temps pour que j'arrête de stresser sur ces spectacles-là et que je prenne confiance en moi. Parce que j'étais encore justement dans cette vision d'étudiant d'école de commerce très, très pédagogique, quoi. Ouais. Hmm. Et donc, les balades, tu fais appel à des prestataires externes et toi, tu te positionnes comme coordonnateur, organisateur, c'est ça? Ou tu fais aussi des fois l'animation? Sur les premières années, j'étais coordonnateur, organisateur. Je m'occupais d'embaucher les artistes. Je faisais appel à des scénaristes pour qu'on fasse des recherches ensemble sur les scénarios, sur le thème sur lequel on allait travailler. Ensuite, il y avait un metteur en scène qui s'occupait d'organiser les répétitions, manager les artistes. Et ensuite, les artistes, ils jouaient sur place la balade spectacle. Donc moi, j'étais plus dans l'organisation, la gestion. Et au fil des années, en fait, par des accidents divers et variés, des artistes qui voulaient plus jouer parce ils ont pété un câble, ils avaient plus envie, ils avaient d'autres projets. Malgré moi, en fait, j'ai dû prendre le rôle, en fait, alors que j'avais jamais fait de théâtre ou de conte, parce que j'avais pas le choix, sinon j'étais obligé de fermer la boîte, quoi. Il y avait plus de spectacles possibles. Et finalement, j'ai beaucoup appris. C'était trop cool d'apprendre le théâtre. C'est super épanouissant de jouer des rôles. On gagne en confiance. Et en plus, ça rejoint une grande théorie qu'on a apprenée en école de commerce qui est
Si la vie t'envoie des citrons, fais-en de la limonade, tout simplement. Et puis moi, cette théorie, elle me guide tous les jours, en fait. Ça rejoint aussi une chanson de Daniel Waro qui dit Vénin dans une veine mon vie et vient vénin l'amour. Pour traduire ça, grosso modo, c'est dire tout le venin qui arrive dans la veine de ma vie, moi, je le transforme en venin d'amour. Et en fait, personne ne sait ça, mais Daniel Waro est un super entrepreneur en disant ça. C'est que quand tu entreprends, toi, tu es bien placé pour savoir, 90% du temps, c'est que des événements, la taille qui arrivent pour te détourner de ton objectif, inciter à arrêter. Mais en fait, ces événements-là, ils sont là juste pour te renforcer. Et puis toi, si tu arrives à avoir une autre vision, à voir la leçon qui se cache derrière ces événements de vie-là qui ne sont pas forcément agréables, tu te renforces en fait. Et tu arrives à te concentrer sur les 10% restants qui sont là une source sublime de bonheur, quoi. Donc ouais, ces accidents-là d'artistes qui voulaient plus jouer, c'était super parce que d'une, j'ai appris le théâtre et en plus, je faisais plus de marge vu que j'avais moins de personnes à payer. Donc c'était tout bénef, quoi. Je rebondis un peu sur ce que tu disais sur Daniel Waro, sur le fait que c'est un excellent entrepreneur. Je généraliserais même un peu ce que tu dis, c'est que sur les artistes de manière générale, et souvent on a cette discussion avec Franck, c'est que on a tendance à beaucoup voir un peu le devant de la scène, tu vois, quand un morceau ou bien tu vois une pièce de théâtre qui sort et qu'elle est déjà ficelée. Mais en fait, derrière, il y a un gros, 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 gros boulot qui est fait et qui est commun à tout le boulot que font les entrepreneurs. Et je te Exactement. rejoins là-dessus. Et pour moi, c'est même les plus gros ambassadeurs qu'on a, tu vois, dans l'entrepreneuriat de monter un projet. Parce que nous, quand tu écoutes une chanson, ou bien tu vois un spectacle, tu dis, bon, ok, le truc, il est fait rapidement, mais en fait, pas du tout. Il y a un énorme boulot dedans. Et derrière, et j'imagine que c'est aussi ce que toi, tu vis au quotidien. Et pour revenir un peu là-dessus, est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails sur comment ça se passe, tu vois, de monter une balade créative depuis zéro, depuis l'idée que toi tu as en tête jusqu'à vraiment la réaliser et puis la montrer au public finalement. Alors, comment on crée une balade créative? Ça dépend. Soit c'est une collectivité qui me commande une balade spectacle sur un thème donné, soit c'est moi, j'ai envie d'autoproduire une balade spectacle. Comme en fin d'année dernière, là, j'ai voulu créer une balade spectacle sur l'histoire du Bumidum, c'était le bureau des migrations dans les Outre-mer dans les années 60-70. Et pour moi, c'était très important parce que c'est une histoire qui n'est pas connue comme la plupart des autres histoires tragiques de La Réunion. Et on a encore des traces aujourd'hui, en fait, parce qu'à l'époque, on forçait quasiment tous les travailleurs, tous ceux qui avaient un potentiel à partir travailler dans les usines Simca Chrysler à Paris pour visser seulement un rétroviseur gauche à longueur de journée. Tu vois, c'était des travails vraiment éreintants qui pouvaient rendre fou. Et puis, c'était dans des conditions assez atroces. Et ils n'avaient aucune possibilité de revenir. Donc, c'était la même époque aussi que les enfants de la Creuse, les avortements forcés à destination des femmes noires et malbaraises, sous l'ère de notre papa à tous, Michel Debré. Donc, c'est des histoires qui ne sont pas connues, mais qui ont encore des traces aujourd'hui, parce que aujourd'hui, tous les jeunes réunionnais sont forcés à partir. On leur dit qu'il n'y a pas d'avenir pour eux ici. Ils ont une mauvaise image de la Réunion, forcément, alors que c'est tout le contraire, la réalité, à mon sens. Donc, la volonté de création, c'est parti, comme souvent des fois, d'une colère, d'une insatisfaction par rapport à ce qu'on nous vend dans la réalité. Donc, à partir de cette colère-là, moi, je me suis mis à lire des livres, notamment le premier roman en créole qui s'appelle Les Histoires Christian, qui raconte l'histoire d'un ouvrier réunionnais qui retrace toute sa vie, depuis son enfance, à travailler dans les champs de canne, et puis qui partait travailler sur Paris ensuite, et qui n'avait aucune possibilité de revenir. Donc, j'ai proposé cette idée de création à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sully Andoche, qui est pour moi le meilleur auteur de La Réunion. Il écrit aussi bien des pièces de théâtre que des romans, que des contes. Et ensuite, une fois qu'il a écrit ce scénario-là, moi, j'ai fait appel à un comédien, David Erudel, qui est également un très bon comédien sur l'île.
et un musicien, mon petit frère, Baptiste Clément. Il faut faire travailler la famille, tu vois. Et je lui ai demandé de faire une composition musicale sur l'écriture de scénario. Donc, je lui ai donné carte blanche. Je lui ai dit, vas-y, défoule-toi, il faut que ça pète dans tous les sens. Euh, il a tellement pris ça au sérieux que ça a vraiment pété dans tous les sens. Et moi, j'ai mis 2 mois à prendre une chanson en fait qu'il avait composée tellement c'était beau et technique, quoi. Donc, il y a cette phase de création qui met des fois plusieurs mois. Ensuite, on répète sur site avec les artistes. Et ensuite, on fait la restitution pour le public. Ok. Et aujourd'hui, tes clients, tu vois, les clients, les personnes qui viennent, que tu reçois dans ces balades créatives, c'est quel profil? Est-ce que c'est des touristes? Est-ce qu'il y a aussi finalement des Réunionnais? Est-ce que c'est varié? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ben là aussi, j'ai été surpris par rapport à l'idée de base que j'avais en école de commerce et la réalité. Moi, quand je faisais mon petit business plan bien pédagogique, je me suis dit, bon, allez, ça va être 90% de touristes extérieurs qui vont venir. Et en fait, c'est l'inverse. C'est 90% de touristes locaux, donc des Réunionnais, qui viennent pour redécouvrir leur histoire, parce que on ne connaît pas notre histoire, tout simplement. Et ça fait du bien d'être en pleine nature, de marcher, d'avoir les odeurs, d'entendre parler un créole super fleuri qui juste la mélodie de la langue créole nous fait plaisir. Tu entends ça, tu souris, tu te sens bien. Et puis en plus, l'artiste, il fait rire, il transmet des émotions. Des fois, tu passes du rire aux larmes. C'est assez génial. Donc, ouais, 90%, c'est des touristes locaux. Et ensuite, on est pas mal d'étrangers, des touristes finlandais, allemands, anglais qui sont venus. Et là où c'est super chouette, c'est que ce qu'on m'a fait croire au début, en fait, on m'incitait à ne pas créer les balades créatives en disant que le créole, ça ne marchera jamais, c'est pas touristique, les gens vont rien comprendre. En fait, c'est pas du tout vrai parce que les émotions en fait que les artistes dégagent, ça dépasse toute barrière de la langue. Tu peux être chinois ou je sais pas, malgache, tu ressens l'émotion qui est transmise par l'artiste, par ses mimiques, sa musique, et puis même si tu comprends pas le sens précis, tu es dans le spectacle, en plus avec la nature qui entoure. Il y a un truc que tu as dit, j'ai noté, c'est j'avais pas prévu ça dans mon business plan et finalement c'est ça qui s'est fait. Ça me fait penser un peu aux vidéos à la mode en ce moment, Instagram versus réalité. Il faudrait faire un truc business plan versus réalité. Si on revient justement un peu à ce business plan, à ce business model, donc ceux qui ont en tête un peu le business model Canva, on visualise un peu les différentes cases. Et je trouve que toi, une des ressources primordiales sur laquelle tu t'appuies, ce sont justement alors j'allais dire les acteurs, mais pas que les acteurs du théâtre. Je parle des acteurs au sens large du projet, toutes les personnes que tu impliques. Tu nous parlais par exemple, donc tu pars d'une idée, tu vas après aller recruter un auteur, un scénariste, un metteur en scène, et puis après un musicien et des acteurs. Alors, on a vu que, par exemple, il y en a qui sont dans ton réseau très proche. Tu nous as parlé de Baptiste, ton frère, qui gère la musique. Pour tous les autres acteurs, est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà dans ton réseau personnel, directement ou indirectement? Et si tu les connaissais pas, comment tu fais pour les démarcher? Je pense que c'est une question qui peut intéresser beaucoup d'auditeurs parce que effectivement, il y a ce côté-là où on se dit je lance mon projet et je pars de zéro, dans le sens où certes, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'expérience, mais des fois aussi, j'ai aucune connaissance dans le milieu là où j'ai envie d'aller entreprendre. Donc toi, comment t'as fait? Ouais, c'est une très bonne question, je pense, qui peut aider pas mal de monde, enfin, sans vouloir me la péter, mais en fait, j'avais zéro connaissance, zéro réseau, zéro capital. Je connaissais personne dans le milieu du spectacle. J'avais des connaissances indirectes que je suis parti voir au début du projet, mais finalement, il n'y a pas eu forcément de résultats par rapport aux entretiens qu'on a eus. Donc, tout simplement, en fait, j'ai passé des entretiens d'embauche très classiques. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes. Après, avec le bouche à oreille, j'ai rencontré d'autres personnes. D'autres personnes sont venues à moi quand elles ont lu des articles de presse sur les balades, elles m'ont envoyé leur candidature. Donc vraiment, ouais,
zéro réseau. Et le seul capital qu'on avait, c'était au début, on a mis 3 400 €. Ça correspondait à nos économies d'études avec mes médaillons de la Réunion, en fait, qui étaient associés dans les balades créatives. Ils ont donné un petit argent comme ça, symboliquement, pour me soutenir, quoi. Mais ça a l'air peu comme ça, mais à mon sens, c'est la plus grande valeur que peut avoir un entrepreneur quand il a des personnes qui croient en son projet, parce que lui, il est tout seul. Mais si des parties prenantes s'investissent, s'impliquent dans ton projet, c'est la plus grande ressource que tu as. Et tu peux être au qui, comme on dit ici, mais voilà, tu as ta personnalité, tu as tes rêves, tu as ton insolence. Moi, mon insolence, je pense que c'est ce qui m'a aidé le plus parce que j'ai eu que des barrières au début du projet. On me disait non, monte pas ça, ça va pas marcher, le créole, ça marche pas, tu veux pas monter un business avec ça, c'est trop, trop escarpé, quoi, trop casse-gueule. Donc voilà, la simple personnalité de l'entrepreneur, je pense qu'elle joue beaucoup en fait. Et il faut vraiment croire en ces capacités-là. Quand on t'écoute, Benjamin, on a vraiment l'impression que, enfin, on retombe toujours en fait sur l'humain vraiment au cœur de ce projet. Et on voit que c'est ta personnalité qui fait que le projet est ce qu'il est. On voit que ce sont tes qualités personnelles, entrepreneuriales qui font que le projet a pu voir le jour et existe toujours 7 ans après, malgré toutes les difficultés. Alors, tu nous as parlé des barrières, des grosses barrières à l'entrée, ou des acteurs institutionnels, c'est peut-être un euphémisme où tu nous dis ils t'ont gentiment invité à ne pas partir là-dedans. Donc, quand c'est ton Exactement. premier projet et que tu sors d'école, c'est quand même assez difficile à entendre. Mais pour toi, ce n'est pas un frein et tu continues le combat. Euh, En 7 ans d'existence, forcément, il y a eu, j'imagine, des hauts et des bas. Je pense notamment à la crise sanitaire que tu as traversée. Alors, si tu devais m'adresser un peu un bilan de l'entreprise, cette fois-ci peut-être plus sur le côté chiffres, résultats et un peu de performance ou de non-performance aussi, c'est quoi le bilan que tu tires de ces 7 années d'activité? Bah écoute, le bilan que je tire, il est un peu à l'image des sentiers de Lille, en fait. Il est très escarpé, toujours casse-gueule, mais en même temps super agréable à vivre, quoi. Et c'est ça le modèle des balades créatives. Moi-même, je suis surpris parce que tous les ans, on ne sait pas si on fera l'année d'après. Mais sauf que ça fait 7 ans que ça dure comme ça. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, bah, j'arrête de stresser et je fais confiance à l'incertitude. Et finalement, c'est l'incertitude la plus grande ressource de l'entrepreneur parce que lui, il ne peut pas prévoir l'avenir. On aimerait bien prévoir l'avenir avec plein d'outils qu'on a et tout. Mais finalement, ce n'est pas possible. Donc, on fait confiance aux surprises et puis on fait confiance à notre créativité surtout. Et c'est ça qui nous fait avancer la créativité. Elle est toujours signe de bonne santé, que ce soit personnelle ou de l'entreprise. Donc, en termes de chiffres, en moyenne, on a 49 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Ça nous permet d'avoir un équilibre en termes de fonds de roulement pour créer, sur les dernières années, 1 à 2 nouvelles créations par an, en fait. Et donc, ouais, le bilan, il est très satisfaisant parce que on a pu travailler avec les plus grands artistes de Lille comme Daniel Waro, Suyan Doche, Patrice Retard, d'autres artistes avec qui on travaille depuis le début, comme un autre Daniel Waro. Ouais, donc il y a eu 2 Daniel Waro sur l'île. Daniel Waro, c'est un peu comme la mauvaise herbe, ça pousse partout, ça. Mais le zerbe les bon quand même, tu vois, quand on goûte à l'île. Donc, il y a eu le Maloyeur et le raconteur d'histoire avec qui on travaille depuis le début. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Donc, c'est l'humain, en fait, la plus grande richesse des balades créatives, comme tu l'as dit. On a créé des liens très forts avec ces personnes-là, avec qui maintenant on a une bonne base de confiance dans le travail. Elles peuvent faire des balades spectacles sans que je sois présent. Je sais que ça va bien se passer. Moi, je peux être sur un autre lieu en même temps. Donc, c'est super, quoi. Ouais, le bilan, il est très positif. Même si c'est escarpé, on a eu des bas, il y a eu des artistes qui ont arrêté en cours de route. C'était dur à gérer, forcément.
on m'avait prévenu de toute façon avant que je monte ce projet-là que le plus dur, ça allait être l'humain. Parce qu'on a beau avoir des prévisionnels bien tranchés, l'humain, lui, il est toujours imprévisible. Même si toi, tu sors d'école de commerce, tu as bien étudié ton management et tout, lui, vraiment imprévisible, tu ne sais pas comment gérer ça. Donc, c'est ce qui a été le plus dur. Mais en même temps, avec d'autres rencontres, c'est ce qui m'a porté vraiment le plus vers le haut et qui m'a poussé à donner le meilleur de moi-même. Ok. Donc, on voit un bilan très positif sur ce que ça a pu t'apporter, ne serait-ce que sur le plan humain. Un peu plus tôt dans le podcast, tu nous parlais justement de cette dichotomie qu'il y a entre les prévisions du business plan et finalement la réalité, quand tu nous parlais des gens qui viennent assister aux balades créatives. Pour rester un peu dans les chiffres et dans les finances, pour ceux que ça intéresse, je voulais savoir donc ce chiffre d'affaires, là, à l'échelle que tu nous as donné. Est-ce que dans ton business plan, tu étais dans ce même ordre d'idées? Est-ce que tu avais visé plus bas, plus haut? Et finalement, comment est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre par rapport à ces chiffres après? Bah, j'avais visé beaucoup plus haut, forcément, parce qu'il faut parler aux investisseurs de départ. Et du coup, il faut parler leur langage et leur caresser dans le sens du poil. Et comme j'avais une bonne formation d'école de commerce, j'avais ce skill-là, tu vois, pour plaire aux investisseurs. Ça m'a permis de mettre un bon capital de départ, quoi. Donc, non, ouais, la réalité, elle est beaucoup plus basse que ce que j'avais prévu, malheureusement. Mais tu vois, tu as dit un mot qui m'a captivité, c'est la dichotomie. Je pense que c'est un mot qui me suit depuis mes études. Même quand j'ai fait mes entretiens pour une école de commerce, c'était un jury qui me disait ah non, il y a une dichotomie entre la tignasse et la cravate, il faut choisir, monsieur. Et du coup, cette dichotomie-là, elle me suit partout, tu vois, dans mon prévisionnel, dans mon style. Même, j'habite à l'entre-deux maintenant, je suis toujours dans un entre-deux, donc c'est assez marrant. Mais dans cette dichotomie-là, on arrive à surfer entre les deux, quoi. C'est assez marrant. Je trouve que dans chacune de tes réponses, tu as toujours un petit côté poétique qui revient. Et même à partir d'un mot, là, dichotomie, tu arrives à nous amener dans un entre-deux. Franchement, chapeau l'artiste. Merci, bah, c'est à force de voir des bons artistes, justement. Je suis méga bien entouré, donc ils t'inspirent la poésie, justement. Il y a justement dans la poésie, là, il y a une phrase que tu as dit, que j'ai notée, et j'ai trouvé ça super beau. C'est faire confiance à l'incertitude. Et on voit que depuis le début, Balade créative, c'est un enchaînement d'incertitudes. Tu nous disais que chaque année, tu te demandes si tu vas réussir à, à finir l'année et à passer à l'année suivante. Il y a un truc aussi que tu as dit et ça embraye sur une question que je voulais te poser. Donc, tu nous disais au début, tu étais hyper impliqué, hein, forcément, au début, dans le lancement, etc. Que tu as dû aussi alors là aussi, c'est un petit jeu de mots, mais on dit souvent que l'entrepreneur doit savoir faire tous les rôles, le rôle de comptable, le rôle de communicant, et toi, tu as dû faire le rôle, bah, vraiment le rôle d'acteur de théâtre dans tes propres balades. 7 ans après, justement, tu nous as parlé un petit peu en nous disant qu'il y a certaines balades qui se gèrent un peu en autonomie. Ton positionnement dans la boîte, c'est quoi? Est-ce que tu es toujours beaucoup dans l'exécution? Est-ce que tu es plutôt dans un rôle de gestion? Comment ça se passe? Écoute, c'est vraiment les deux. Et le fait d'avoir subi ces accidents-là qui m'ont amené à apprendre l'artistique vraiment, ça rend plus indépendant parce que avant j'étais toujours dépendant de la disponibilité des artistes qui, eux, sont intermittents du spectacle et qui, du coup, forcément, sont pas à 100% disponibles pour moi, ce qui est normal. Donc, si j'avais des gros projets, des demandes de clients et qu'ils n'étaient pas dispo, bah, j'étais dans la nuise, quoi. Donc, le fait de mettre les mains dans le cambouis, tu gagnes vraiment en indépendance, en marge économique aussi. Et puis toi, tu comprends aussi mieux le travail que tu demandes à tes salariés, hein, en fait. Donc, c'est la moindre des choses, je pense. Mais sauf que ça a mis des années à se mettre en place, tu vois. Donc, peut-être qu'il faut un temps pour tout. Donc aujourd'hui, ouais, c'est 50-50 en fait. 50% dans l'exécution, 50% dans la gestion. Et cette incertitude-là, vraiment, elle permet de lâcher prise. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on met toutes les conditions nécessaires pour attirer à nous tout ce qu'on rêve d'attirer, tu vois. Ok. On travaille l'instant présent. Par exemple, j'ai eu un autre accident, entre guillemets, où je me suis perdu au Piton Tortue pendant 2 jours.
Tu as eu le parc national qui nous ont cherché en hélicoptère et tout. J'étais avec un camarade parce qu'on est parti vraiment à l'arrache. Et Piton de Tortue, c'est un lieu assez ésotérique, en fait, où il y a plein de légendes qui racontent que la création de l'univers, ça s'est fait là-bas par une tortue gigantesque qui a posé la pierre philosophale là-bas. Du coup, on s'est perdu, on a vraiment flippé pendant 2 jours. On a marché plus de 23 heures, tu vois, pour finalement trouver un sentier balisé. Bon, je vous la fais très courte, mais c'est pour dire que cet accident-là, en fait, il m'a amené à faire une nouvelle création. Enfin, je m'étais perdu en 2017, mais je ne savais pas comment amener cette création-là dans une balade. Et là, il y a le musée Madois, dans les Hauts-de-Saint-Louis, qui m'a demandé de faire une création sur les animaux dans la mythologie hindoue et chinoise. Et donc, quand tu fais des recherches là-dessus, tu vois qu'il y a la tortue qui a participé à la création de l'univers avec le dragon chinois, plus le Qilin, comme il dit ça. Et donc, je me suis dit, purée, mais ça correspond vachement aux légendes qu'on retrouve au Piton Tortue. Donc, on a maillé ces légendes-là, maillé cette expérience-là qui était un peu casse-gueule. Mais du coup, voilà, on arrive à toujours trouver une sorte de résilience. Et pour moi, c'est ça le but des balades créatives, trouver une résilience dans l'histoire qui est lourde de La Réunion, que ce soit l'esclavage, les histoires lourdes de la Creuse, le Binidom, tout ça, et en faire vraiment une force et une source de joie, quoi. Tu vois, on n'a pas honte de ça, mais c'est ce qui nous rend forts et réunionnais, quoi. Euh, je rebondis là sur toute ton histoire et tu vois, l'histoire, elle est belle en fait, même si elle est forcément un peu escarpée, comme tu disais, et semée d'embûches. Tu vois, il y a 7 ans, tu te dis, bon, je vais faire un projet. Et finalement, tu as un peu le vent qui souffle contre toi. Et 7 ans plus tard, bah, tu vois, bah, déjà, on voit que tu es hyper épanoui dans ton projet, hyper aligné. Et ça fait plaisir à voir et entendre. Et c'est cool aussi de voir des gens qui œuvrent pour ça. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est marquant, même si ça ne fait pas tout. On a vu dans ton actualité que tu as été lauréat du 9e prix des talents de l'Outre-mer. Déjà, bravo pour ça et félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça représente, ce prix au talent d'Outre-mer pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça va te permettre de faire par la suite? Bah, en fait, c'est surtout le fait que j'étais dans la catégorie confirmée et plus jeune talent, parce que j'avais déjà gagné des prix avant, un peu en mode jeune talent pour le challenge des créateurs, start-upper de l'année avec le Start-upper Challenge Total. Mais là, c'est en mode confirmé, donc ça veut dire que ouais, après 7 ans, on a une assise dans le marché, on a notre impact à nous. Et bah, ça fait zizir, en fait, tout simplement. Parce que, comme vous le savez, on a la tête dans le guidon, en fait. Donc, on sait que bon, ça fait plaisir aux gens, mais on a toujours un doute. L'esprit, il a toujours un doute. Le mental, il turbine toujours à 100 à l'heure. Donc, le fait d'avoir cette reconnaissance-là, ouais, ça apaise un peu déjà le mental qui turbine toujours. Et ça donne de la confiance pour l'avenir, pour continuer, quoi. Et le fait que ce soit dans les Outre-mer, donc ça dépasse le cadre régional de la Réunion, c'est super. Je ne pensais pas que j'allais un jour pouvoir sortir de ce cadre-là. Donc, je voulais aller à la cérémonie de remise des diplômes, mais malheureusement, j'étais pris sur cette nouvelle création, donc j'ai dû annuler mon billet. J'avais bien pris mon billet, malheureusement. Donc, encore une histoire escarpée de balade créative, quoi. Mais ouais, je compte bien développer le réseau avec les entrepreneurs d'outre-mer parce que, en plus, vous, avec ce que vous faites, mais c'est juste génial de mettre en lumière des entrepreneurs talentueux que j'ai pu entendre sur les épisodes précédents. Donc, si on arrive à créer un réseau, moi, je suis persuadé qu'on peut faire des choses vraiment merveilleuses, quoi. Est-ce que tu aimerais exporter le concept? C'est quelque chose que tu as peut-être en tête ou pas forcément? Bah, c'est un rêve que j'ai en tête, ouais, carrément. Pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens, mais faire des rencontres créoles autour de la langue, voir les spécificités de la langue martiniquaise, la langue réunionnaise ou la langue guyanaise, enfin, il y a plein d'exemples, ce serait génial parce que, encore, l'histoire coloniale, elle ne nous amène pas à nous rencontrer entre nous parce que, elle sait bien que si on se rencontre entre nous, on se rend compte de notre puissance suprême. Donc, c'est pas un hasard si on ne se rencontre pas. Donc, c'est super qu'on a des initiatives comme vous. Donc, ouais, je rêve qu'on fasse ces rencontres-là. Mais écoute, l'appel est lancé. On arrive à la fin de cet épisode, Benjamin. Ce que je te propose, c'est
de conclure avec 3 questions qu'on a l'habitude de poser à nos entrepreneurs et surtout que toi, voilà, tu commences à avoir aussi pas mal de recul sur ton aventure. La première question, c'est toi, quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé et donc celui que tu donnerais aussi peut-être à quelqu'un qui débute aujourd'hui? Ouais, j'ai réfléchi à cette question-là et désolé, j'aurais zéro conseil à donner aux jeunes entrepreneurs pour la bonne raison que je me suis remis moi dans l'état d'esprit que j'avais quand j'ai monté ma boîte. Et quand tu es un jeune entrepreneur, tu es trop insolent, en fait, tu es trop tête brûlée. Donc moi, j'ai accepté zéro conseil de l'extérieur ou alors 0,0001%, quoi. Tous les conseils qu'on me donnait, je les trouvais nuls, donc j'en faisais qu'à ma tête. Donc, le moindre conseil que je vais donner à un entrepreneur, je sais qu'il n'écoutera pas et c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il croit en lui. Donc, par contre, si je vois qu'il croit pas en lui, je ferai tout pour ouais, qu'il ait confiance. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est cultive de la confiance en toi pour vraiment libérer ta puissance parce que c'est à partir de ta confiance que tu libères ta puissance pour créer des expériences qui vont te faire plaisir et faire plaisir au monde, quoi. Ok, cool. Bah, c'est déjà un super conseil, hein, je pense. Deuxième question, c'est toi, à ton avis, dans ton parcours, c'est quoi, tu vois, la plus grosse erreur, sache le plus gros enseignement, parce qu'on sait que l'un va forcément avec l'autre. Tu vois, le plus gros enseignement que tu as eu dans ton parcours entrepreneurial, c'est quoi? Les plus grosses erreurs que j'ai pu avoir, c'est quand mon gros cœur l'a levé, comme on dit à La Réunion. Le gros cœur, c'est quand tu es trop susceptible ou trop rancunier pour un oui, pour un non. Tu mets l'excuse sur des événements extérieurs, alors que c'est toi qui es 99% du temps responsable de ces erreurs-là. Donc, ouais, mettre le gros cœur de côté, c'est vraiment le plus grand enseignement que j'ai eu parce que ça m'aurait évité des conflits, évité des pertes de temps, pertes d'énergie. Et pour revenir sur ce que disait le grand poète Daniel Waro, gros cœur, il rend à nous gros doigt. Gros doigt, du coup, t'es plus fin, tu n'as plus aucune subtilité, ton doigt est trop gros pour pour manipuler des belles choses, quoi. Donc, éviter le gros cœur, quoi. Ça te permet d'être plus intelligent dans la gestion des événements. Ok. Et la dernière question, et ça clôturera cet épisode, et je pense qu'on a déjà un peu quelques éléments de réponse, mais à ton avis, si devais, tu vois, le formuler en un mot ou en une phrase, c'est quoi la plus grosse qualité qu'un entrepreneur doit avoir? Question très difficile. La plus grande qualité qu'un entrepreneur doit avoir. Là, je me base sur mon expérience personnelle à moi, donc je, je prêche un peu ma paroisse, mais moi, je dirais que c'est de l'insolence, vraiment, parce que un entrepreneur, comme vous l'avez dit, c'est exactement le même travail qu'un artiste. Un artiste, il crée parce que le monde tel qu'on lui vend, ça ne lui correspond pas. Et il y a autant d'idées d'entreprise que de problèmes. Donc, on fait face aux problèmes parce qu'on est insolent, parce qu'on dit non. Et c'est comme le premier cri du bébé qui crie parce qu'il n'est pas content. Donc, à partir de cette colère-là, voilà, on est insolent et cette insolence-là, c'est le premier moteur pour changer les choses et façonner un autre monde, quoi. Excellent, excellent. Benjamin, merci. On arrive voilà, à la fin de cet épisode. C'était vraiment court, mais hyper inspirant, hyper intéressant. Et comme dit Bana, ben, on va retrouver chez son entier, apparemment. Ah, on espère. Merci à vous. Je suis ravi de participer à votre émission. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.